Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation qui aurait dû avoir lieu dans le contexte chaleureux d'une librairie. La situation sanitaire en a décidé autrement, mais j'espère que cela ne vous empêchera pas d'intervenir et de poser des questions à notre invité, Sylvain Venère. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants d'avoir accepté cette présentation de livre dans le cadre du festival Histoire et Cité et de la maintenir malgré les conditions, car c'est l'un des grands spécialistes français de l'histoire du voyage. Il a contribué à renouveler l'approche historiographique de cet objet depuis les années 2000, en travaillant notamment sur le désir d'aventure, l'histoire des représentations de l'espace et du temps, l'histoire de la sensibilité au lointain. Alors Sylvain Venère a publié ou dirigé de nombreux ouvrages consacrés au voyage. Je n'en citerai que trois monographies. La gloire de l'aventure, jeunesse d'une mystique moderne, 1850-1940. Rêve d'aventure, 1800-1940, publié aux éditions La Martinière en 2006. Un très beau livre pour un large public, très illustré. Voyager, et puis, peut-être un dernier que j'aimerais présenter, Panorama du voyage 1780-1920, mots, figures, pratiques, paru aux Belles Lettres en 2012, qui est un livre indispensable pour toutes les personnes qui s'intéressent au voyage et à l'histoire du voyage depuis le 19e siècle. Alors, la Maison de l'Histoire nous a invités à évoquer un livre paru il y a quelques mois, qui est ce livre, Écrire ou photographier, Flaubert et Ducamp en Égypte, publié par les éditions Créafis, qui est la réédition de l'un de vos textes déjà parus dans Impression d'Orient, texte suivi d'extraits de la correspondance de Gustave Flaubert, assez proche, et d'un choix de photographie de Maxime Ducamp. Alors, ce livre a, comme vous le voyez, un format original puisqu'il paraît dans la collection format passeport, destiné à être glissé dans une poche et lu en voyage, peut-être. Alors, ce livre est consacré au voyage que Gustave Flaubert et Maxime Ducamp menèrent durant 1 an et demi, entre 1849 et 1851, en Égypte, au Liban, à Constantinople, puis en Grèce. Donc, un voyage en Orient sur les traces d'auteurs comme Chateaubriand et Lamartine. Alors, Sylvain, le titre de l'ouvrage, Écrire ou photographier, provient de l'attitude très différente de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp. Gustave et Maxime, comme vous les appelez dans le livre, face aux moyens de consigner une expérience de voyage tout juste une décennie après l'invention de la photographie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce voyage est emblématique d'une période cruciale, à la fois dans l'histoire de l'art et dans l'histoire du voyage? Mais oui, merci déjà pour l'invitation. Et puis il faut prévenir tout de suite les auditeurs que vous êtes Estelle Soyer et que sur la question de l'histoire de la photographie, je pense que vous en savez plus que moi. Mais, mais je vais essayer d'être au niveau tout de même. Je vais plutôt vous parler des voyages, parce qu'effectivement, ce voyage de Flaubert, il est connu des spécialistes du voyage et celui de Ducamp aussi pour une raison. C'est qu'ils font quand même ce très grand voyage en Orient qui dure 1 an et demi, qui va être pratiquement la seule grande expérience de voyage de Flaubert, puisqu'après il repartira quand il écrira Salammbô un moment rapidement en Tunisie, mais c'est à peu près tout. Que ce voyage, ils le font au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire après le voyage de Chateaubriand autour de la Méditerranée, après le voyage de Lamartine au Liban, après le voyage de Gautier, quasiment un peu de temps après le voyage de Nerval. C'est en train de devenir, et je ne parle que des auteurs français, c'est en train de devenir quelque chose de tout à fait commun. Et surtout, ce qui devient de tout à fait commun à ce moment-là, c'est de publier ensuite le récit de ses voyages quand on est un écrivain. Et même quand on ne va pas en Orient, comme c'est le cas d'Alexandre Dumas ou comme c'est le cas de Victor Hugo, on publie le récit de son voyage et on est dans ce moment entre les années 1800 et les années 1850 où se constitue ce que nous, aujourd'hui, on appelle la littérature de voyage, qui est un problème en soi. Il y a des tas de critiques à l'époque pour trouver que la littérature de voyage, c'est le contraire de la littérature, puisqu'en fait, on raconte le récit de son voyage dans l'ordre chronologique du voyage et pas dans un ordre artistique qui aurait pu être celui imposé par un artiste. Donc, on a ce débat à l'époque. Maxime et Flaubert, Maxime et Gustave sont des amis. Ils ont déjà eu, eux aussi, le projet de faire un récit de voyage ensemble en Bretagne.
Ils étaient partis tous les deux avec cette idée que l'un écrirait un chapitre, puis l'autre écrirait un autre chapitre, puis l'un écrirait un chapitre, puis l'autre écrirait un autre chapitre. Alors peut-être que dans les librairies aujourd'hui, vous êtes tombé sur ce récit qui s'appelle Par les champs et par les grèves, qui est la partie que Flaubert avait rédigée lors de ce voyage en Bretagne. Mais c'est une édition récente, puisque ce qui est frappant chez Flaubert, ce qui est intéressant, c'est qu'il a refusé de publier le récit de ses voyages, finalement, y compris cet énorme voyage en Orient. Et c'est une attitude peu fréquente, en réalité, au XIXe siècle, où précisément, quand on est un écrivain, on peut prétendre transfigurer l'expérience du voyage en littérature. Et Flaubert s'y refuse. Donc ça, c'est un premier mystère. Puis un deuxième mystère qui, moi, m'intéressait pour une autre raison, c'est que je travaille depuis quelques années sur les relations entre l'histoire et le dessin. Et une autre raison qui rendait ce voyage intéressant, c'est le second refus fondamental de Flaubert, qui est le refus de laisser illustrer ses romans. Ça, on le sait, en particulier, c'est le cas en 1862, quand il finit Salammbô, que son éditeur Michel Lévy lui propose de faire un Salammbô illustré, et Flaubert refuse absolument. Donc, il a ce double refus, qui n'est pas évident à l'époque, puisque Balzac, toute la comédie humaine, elle est illustrée par les meilleurs dessinateurs de l'époque, supervisée par lui. Beaucoup acceptent ce principe-là. Balzac est par ailleurs un auteur étonnant de récits de voyage, puisqu'il publie un récit de voyage de Paris à Java où il n'a pas mis les pieds, mais le genre du récit de voyage ne le dérange pas. Flaubert refuse à la fois le genre du récit de voyage et le genre de l'illustration. C'est une première caractéristique étonnante. Et puis, il y a son compagnon, Maxime, qui, lui, à ce moment-là, commence à se faire un nom dans la littérature de voyage. Au contraire, il a déjà publié un récit de voyage. Et va d'ailleurs rester quelqu'un d'important de ce point de vue-là, puisque c'est en 1857, quand Baudelaire publie Les Fleurs du Mal, le dernier poème des Fleurs du Mal s'appelle Le Voyage. C'est ce poème très célèbre à cause de son dernier vers, où Baudelaire exhorte son lecteur à aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et ce poème, Baudelaire le dédie à Maxime Ducamp, au voyageur Maxime Ducamp. Et Ducamp, donc, de ce point de vue-là, représente le contraire de Flaubert, et il est le contraire de Flaubert encore plus, parce que quand ils partent en Orient à la fin des années 1840, Ducamp se fait initier à la technique photographique qui est toute récente, par un des premiers photographes professionnels français de l'époque, dans cette technique de la photographie qui est extrêmement compliquée à l'époque, parce que non seulement on n'est pas encore au moment du Kodak, mais on n'est même pas encore au moment du gélatino-bromure d'argent. On est à un moment donné où pour prendre des photos, il faut déjà beaucoup d'argent et des compétences de chimiste, des compétences techniques importantes. Maxime, il fait cet effort. Et quand il rentre, il va publier un récit de voyage comme il avait bien l'intention de le faire, mais aussi un récit de voyage de photographie, avec cette nouvelle imprimerie qui s'est fondée à Lille, Blancard-Évrard, qui publie des récits illustrés de photographie, à une époque où les procédés de reproduction photomécanique ne sont pas au point, c'est-à-dire que pour faire un livre avec des photographies, il faut coller les photographies dans le livre. On ne peut pas faire autrement. Et d'une certaine façon, ce livre que rapporte Maxime, le Nil, c'est le premier grand récit de voyage illustré de photographie en France. Et on a cette histoire, elle est étonnante parce que ces amis qui avaient le projet d'écrire un livre ensemble et qui ne l'ont pas fait sont vraiment très très différents, tant sur la question du récit de voyage que sur la question de l'image. Le livre de Maxime Ducamp, Gustave le juge archi nul. C'est le terme qu'il emploie. Curieux de nullité, dit Gustave. On voit bien, enfin, vous décrivez bien dans votre livre comment les deux partent avec un projet commun et l'idée de faire une œuvre littéraire commune, et puis comment en fait ce voyage va contribuer à les faire partir dans deux directions différentes, avec le début d'une inimitié quand même, si on en croit la correspondance de Flaubert. Au sujet de l'attitude de Flaubert, enfin de l'opposition farouche de Flaubert à la photographie, vous avez dans votre livre
un extrait d'une correspondance de Flaubert, qui est très très parlante. Donc, il s'oppose à son éditeur qui insiste pour illustrer la cartage de Salammbô. Flaubert se défend farouchement. Il écrit en 1862 Jamais, moi vivant, on n'illustrera. Parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. Du moment qu'un type est fixé par le crayon, il perd ce caractère de généralité, cette concordance avec 1000 objets connus qui font dire au lecteur j'ai vu ceci ou cela doit être. Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L'idée est dès lors fermée, complète. Toutes les phrases sont inutiles, tandis qu'une femme écrite fait rêver à 1000. Donc, ceci étant une question d'esthétique, je refuse formellement toute espèce d'illustration. Et cette opposition farouche fait penser à l'opposition farouche d'autres écrivains à l'époque, comme Topfer, par exemple, ou comme Baudelaire. Je... C'est pas tout à fait, à mon avis, c'est pas tout à fait le même type d'opposition. Puisque l'opposition de Baudelaire à la photographie, il me semble qu'elle est plutôt liée à ce qu'il pense de la peinture, alors que ce que Flaubert écrit dans sa lettre de 1862, il l'écrit avec ce talent incroyable qu'il a dans sa correspondance privée et qui nous le rend extrêmement proche. Mais c'est quelque chose qui court depuis une vingtaine d'années à ce moment-là. Il y a eu un grand texte dont d'ailleurs on ne connaît pas très bien l'auteur, publié dans la Revue des Deux Mondes en 1843 contre la littérature illustrée. Et les arguments contre la littérature illustrée sont très nombreux à l'époque. Il y en a de multiples sortes, notamment le fait qu'on prétend on accuse la littérature illustrée de promouvoir des mauvais auteurs parce que vous achetez le livre parce que les dessins sont beaux, mais en fait le texte est moche, et laid, sans intérêt. Ou alors, à l'inverse, on va illustrer des auteurs qui n'ont pas besoin d'être illustrés parce que c'est déjà des grands auteurs. C'est le reproche qu'on faisait à Granville quand il illustre les Fables de La Fontaine en 1845, par exemple. Mais donc il y a beaucoup de reproches qui sont d'ailleurs des reproches intéressants parce que cette querelle des années 1840 qu'on retrouve dans les années, qui va comme ça durer quelques dizaines d'années, qu'on retrouve dans la lettre de Flaubert en 1862, c'est les mêmes reproches qu'on va faire à la bande dessinée au XXe siècle, mais exactement les mêmes. Cette idée qu'on va mêler de façon inappropriée et même scandaleuse deux arts qui ne peuvent pas se mêler, puisqu'on est encore sur cette idée qui était développée par Lessing, le philosophe allemand dans les années 1770, de ce qu'on appelait la querelle des arts, c'est-à-dire que ce que raconte le texte, l'image ne peut pas le raconter, ce que raconte l'image, le texte ne peut pas le raconter, et donc on ne peut pas mêler les deux. Ce qui fait que, par exemple, pour Töpfer, le cas n'est pas le même. Töpfer peut avoir une idée sur ce que c'est que la photographie, mais évidemment, il ne va pas avoir la même prévention vis-à-vis de la littérature illustrée. Et la photographie, ce qui lui reproche, c'est surtout de ne pas pouvoir transcrire une âme, des émotions, une pensée, ce que peut le trait du dessin. Au contraire de la photographie, instrument technique qu'il juge froid et automatique. Alors, une question d'une auditrice ou d'un auditeur, où en est-on plus précisément de la technique photographique en 1849 et de sa diffusion? Alors, donc, d'abord, je vais être extrêmement modeste puisque je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la photographie, mais ce que je peux savoir en lisant les spécialistes, c'est que déjà, ça dépend où on se place, puisque la photographie, quand elle est présentée au public, en France en tout cas, lors de la séance de l'Académie des sciences de 1839 par Arago, c'est le daguerréotype. C'est-à-dire, le daguerréotype, c'est un procédé positif qui interdit la reproduction et qui, à ce titre, va disparaître assez vite par rapport aux procédés négatifs qui, eux, permettent la reproduction des images. Et en même temps, ce que nous ont montré les historiens de la photographie, c'est que ça dépend vraiment des endroits. Par exemple, François Brunet avait montré qu'aux États-Unis, le daguerréotype, c'est une pratique qui va durer très très longtemps, jusque, je crois, dans les années 1880. Alors que dans d'autres lieux du monde, au contraire, on va préférer les procédés qui sont mis en place à partir de l'invention britannique de Talbot et le calotype, qui permettent d'avoir des négatifs et ensuite justement de les reproduire
autant qu'on veut. Alors, on ne peut pas les ajouter avec du texte, parce que le procédé de reproduction photomécanique qui permet de mélanger du texte et de l'image, des caractères d'imprimerie, disons, et de la photographie n'est pas au point avant les alentours de 1900, mais on peut malgré tout tirer de multiples clichés, et Ducamp, il en a besoin s'il veut faire un livre. On ne peut pas faire un livre avec des daguerréotypes. C'est vrai que c'est fascinant dans l'histoire de la photographie, la superposition des inventions, et on se rend compte qu'une invention ne chasse pas les précédentes. Au contraire, toutes les inventions continuent à avancer parallèlement. Et en 1849, donc, la photographie est encore une technique réservée à une minorité de gens assez aisés financièrement. Alors, vous rapportez dans votre texte une citation de Lamartine: voyager, c'est traduire. Traduire à l'œil, à la pensée, à l'âme du lecteur, les lieux, les couleurs, les impressions, les sentiments que la nature ou les monuments humains donnent aux voyageurs. Or, c'est une tâche d'autant plus difficile qu'il faut le faire avec des mots, avec des idées qui ne renferment ni son, ni ligne, ni couleur. Quel rôle prêtez-vous à l'étude des sens quand vous étudiez l'histoire du voyage, et notamment à la vue? Et en quoi est-ce que l'invention de la photographie puis son développement technique ont transformé le récit de voyage au XIXe siècle, que vous connaissez si bien? Alors, sur la deuxième question... Une question très, très vaste, très différente, pardon. Oui, parce que la vue, il y a deux choses. Il y a la vue dans l'expérience du voyage, et puis il y a la façon dont le problème se pose pour ceux qui vont ensuite raconter leur voyage. Et donc, alors que la vue soit le sens dominant dans l'expérience du voyage, ça, tout le monde en est intimement convaincu au tournant des 18e et 19e siècle, quand commencent d'ailleurs à apparaître des voyages illustrés, les voyages pittoresques qui apparaissent à la fin du 18e siècle, et ensuite qui vont se multiplier avec la gravure sur bois et même la lithographie. Donc ça, on en est bien convaincu. Un voyageur, c'est celui qui revient de loin et qui a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. D'où ce proverbe qu'on répète depuis le XVIe siècle: à beau mentir qui vient de loin, puisqu'il n'y a que lui qui peut prétendre avoir vu ce qu'il a vu. Et puis derrière, il y a une autre histoire, qui est l'histoire de la hiérarchie, puisque là on est en train de parler du voyage qui est effectué par des Occidentaux. Il y a la question de la hiérarchie des sens en Occident. Et ça, il est bien certain que la vue et l'ouïe sont des sens privilégiés en Occident par rapport à des sens qui sont plutôt considérés comme des sens inférieurs, à commencer par l'odorat et le toucher. Et ça a été bien montré dans les études faites sur les anthropologues du 19e siècle, qui vont même projeter sur leurs objets d'étude, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque les peuples sauvages, cette représentation de la hiérarchie des sens. Les sauvages sont ceux qui utilisent leur odorat, leur toucher, alors que l'occidental va plutôt utiliser la vue et l'ouïe. Donc ça fait déjà deux éléments de réponse. Après, la façon dont tout ça est intégré dans le récit, c'est encore autre chose. C'est-à-dire ça renvoie à un autre problème qui est comment est-ce qu'on peut décrire par les mots un spectacle qui est d'essence visuelle. Et ce problème-là, avant de l'avoir dans le récit de voyage, on l'a dans le commentaire des tableaux de peinture. Il faut penser au salon de Diderot, par exemple, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et cette figure de style qui est bien connue des spécialistes de littérature qu'on appelle l'ekphrasis. Comment est-ce qu'on va pouvoir commenter juste par du texte une sensation qui a d'abord été une sensation visuelle? Et c'est tout le problème du récit de voyage. On peut, dans le récit de voyage, raconter une scène, ça c'est possible, quelque chose qui s'est passé, mais dessiner un paysage, dessiner un type, mettre tout ça en mots, c'est extrêmement compliqué. Et c'est l'enjeu. Et c'est d'ailleurs comme ça que Lamartine, le premier en réalité, après, plus que Chateaubriand, dans cette citation de 1835 de son voyage en Orient, essaie d'expliquer justement en quoi est-ce que ce qu'il fait, c'est de l'art.
c'est de l'art parce qu'il va être obligé d'utiliser toutes les ressources du langage pour fournir quelque chose que le langage ne fournit pas. Alors Lamartine n'est pas Rimbaud, il n'est pas en train de dire qu'il est voyant, il est juste voyeur. Et il est quelqu'un qui, ayant vu, va essayer de communiquer, non pas l'exactitude de ce qu'il a vu, mais l'impression qu'a fait sur sa rétine le spectacle qu'il a observé. Et ils vont tous dire ça par la suite, parce que c'est ce qui justifie de leur qualité d'artiste. C'est précisément le moment où ils vont opérer ce passage de l'art visuel à l'art du texte à partir de compétences, de talent et même, ils oseront dire, de génie qui est le leur. C'est leur capacité à transfigurer, enfin, à restituer l'expérience de la réalité en mots. Dans votre livre, vous indiquez que alors Flaubert n'a jamais donc écrit sur ce voyage. En revanche, son voyage, je crois que c'est Ducamp qui dit que, qui va dire après la mort de Flaubert que en écrivant Salammbô, tous les souvenirs de voyage de Flaubert lui sont revenus à l'esprit pour écrire. C'est vrai que Salammbô a quand même pour caractéristique d'avoir des descriptions extrêmement visuelles des scènes décrites. Est-ce que, en fait, quelle place occupent les souvenirs de voyage de Flaubert dans Salammbô, quand il écrit Salammbô? Ben, c'est dur à dire, parce que la théorie de Ducamp, mais à ce moment-là, c'est vrai que les deux amis sont brouillés, et en plus, je crois que Flaubert est mort à ce moment-là, mais la théorie de Ducamp, c'est qu'effectivement, il a ce garçon qui a refusé de publier le récit de son voyage en Égypte a, au contraire, accumulé des sensations qu'ensuite il a utilisées pour écrire Salammbô, puisque de toute façon, pour les Européens de cette époque, Carthage, l'Égypte, tout ça, c'est l'Orient. Alors Flaubert c'est problématique, parce que d'abord Flaubert n'est pas complètement sur cette ligne-là, puisqu'il va faire le voyage de Tunisie précisément pour voir dans les ruines de Carthage des choses qu'il sait bien qu'il n'a pas vues en Égypte. Et ensuite, on utilise pour ça parce qu'on l'a beaucoup redit, ce qu'a dit Ducamp, et on utilise pour ça une notation de Flaubert dans son propre récit, dans ses notes, disons, de voyage en Égypte, où Flaubert dit, bon ben non, je vois que Maxime n'arrête pas de prendre des notes, je vois que Maxime est en train d'écrire un récit, je ne crois pas qu'il faille faire ça, je pense qu'il faut être œil tout bonnement. Et c'est un petit malentendu cette citation, parce que quand Flaubert dit ça, quand Flaubert écrit ça, il veut juste dire précisément, laissons-nous aller à la contemplation des paysages et des scènes et des types et ne les transformons pas en littérature, ne les transformons pas en texte. Sauf que c'est pas exactement du coup ce que dit Lamartine ou ce que dit ensuite Gautier quand il part en Espagne et qui dit, en reprenant la métaphore qui est liée à l'invention de la photographie, il faut être daguerréotypeur littéraire. Quand Gautier dit qu'il veut être daguerréotypeur littéraire, il est dans la filiation de Lamartine. Hein. Mon génie à moi, c'est cet usage des mots qui fait que je vais pouvoir retranscrire la réalité, ou plutôt l'impression qu'a fait la réalité sur mon œil, par des mots. Quand Flaubert dit qu'il faut être œil tout bonnement, ça veut dire contentons-nous de regarder. Et d'intégrer toutes les impressions du voyage, tout le ressenti du voyage pour ensuite en faire une œuvre. Alors, nous avons deux questions des auditeurs. Comment Flaubert et Ducamp ont-ils voyagé? L'itinéraire était-il entièrement préparé et balisé ou laissait-il place au hasard? Alors, ils ont voyagé de façon plus organisée que, par exemple, Chateaubriand, au moment où il part faire son tour de la Méditerranée à la fin des années 1800. Parce qu'à ce moment-là, il y a des grandes compagnies qui existent. Ils ont pris des diligences, ils ont pris le train, ils ont pris le bateau sur le fleuve. Je veux dire, rien que pour arriver à Marseille, c'est un voyage qui nous paraît aujourd'hui un voyage intéressant. Et à Marseille,
ils ont pris le bateau des messageries maritimes, qu'à l'époque on appelle les messageries nationales, parce qu'on est en pleine révolution, qui les emmène ensuite en Égypte. Et là, ils ont un circuit qui commence à être un circuit un petit peu balisé, qui va du delta du Nil jusqu'à la seconde cataracte. Donc, les choses commencent à être un petit peu organisées. C'est pas aussi bien organisé que ça va l'être. Hein. Ça, on a des dates un peu précises. La première compagnie de bateaux à vapeur qui s'installe sur le Nil et qui va mettre en place des voyages organisés, ce qu'on appelle aujourd'hui des croisières, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'est la compagnie Cook en 1869. Ça n'existe pas encore à l'époque de Flaubert et Ducamp. Et puis, ils ont des projets, c'est-à-dire qu'ils partent en Orient. Ils ne partent pas exactement en Égypte. Donc, ils avaient rêvé un petit peu à d'autres voyages. Ils avaient rêvé aussi à la Syrie, ce qu'on appelait la Syrie à l'époque, Syrie, Jordanie. Ils avaient même un peu pensé à la Perse. Ils ne savaient pas trop, ça aurait pu durer plus longtemps. Ils rentrent parce qu'ils sont fatigués, en partie malades. Flaubert a contracté la syphilis à force de fréquenter les bordels d'Égypte. Il a perdu une grande partie de ses cheveux. Hein, les photos de Flaubert qu'on voit aujourd'hui, ou ces dessins qui nous le représentent en grande partie chauve, il ne l'était pas avant de partir en Égypte. Bon, ils sont aussi un petit peu fatigués quand ils rentrent. Alors, une autre question, merci. Diriez-vous qu'il y a plutôt concurrence frontale ou émulation entre la photographie et la littérature à cette époque? Je pourrais ajouter dans le récit de voyage. Oui, alors d'abord, pour le dire, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt émulation. Hein, et puis tout de suite. Le daguerréotype est présenté à l'Académie des sciences en 1839 et Gautier, quand il écrit son récit de voyage, quand il le publie, on est en 1840, si ma mémoire est bonne, et c'est dans ce récit de 1840 qu'il utilise cette expression de daguerréotypeur littéraire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique d'émulation. Et puis, si j'étais un historien de la photographie, ce que je ne suis pas, on pourrait aussi montrer que les premiers livres de photographie, je pense justement à ceux de Talbot, où certaines pratiques de la photographie tentent de faire de la photographie un récit aussi, c'est-à-dire que, et pas nécessairement la reproduction de la réalité. Donc il y a ça. À mon avis, le problème qui se pose pour eux, la concurrence, elle est plutôt entre la photographie et l'émulation en même temps, il y a les deux, entre la photographie et le dessin, puisque la pratique habituelle, c'était de rapporter des dessins de ces voyages, ce qui posait d'ailleurs des problèmes, on en parlait hier, enfin j'en parlais hier peut-être de façon un peu confuse, mais est-ce que c'est une bonne idée de rapporter des dessins ou pas? Mais enfin, on rapportait des dessins. Que devient le dessin à partir du moment où la photographie peut prétendre à une précision et à une objectivité qui sont immédiatement ses caractéristiques affirmées? On le sait parce que, par exemple, en Égypte, les dessins que rapportaient les voyageurs des monuments égyptiens présentaient des hiéroglyphes qui étaient des hiéroglyphes de convention, pas du tout des hiéroglyphes précis. Alors que ce que peut faire la photographie, c'est de rapporter sur les monuments les hiéroglyphes exacts et de cette façon-là permettre de travailler véritablement sur les hiéroglyphes. Donc ça c'est un problème, et c'est d'autant plus un problème que, comme à l'exception de cas comme le Nil de Ducamp, on ne publie pas de livres de photographie, on publie des livres illustrés par des dessins qui, à partir de 1839, sont bien souvent définis comme étant des dessins faits d'après photographie. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. On le sait très bien, par exemple, quand on voit les premiers récits de chasse, le genre du récit de grande chasse, il arrive en Angleterre dans les années 1840 et en France vraiment à partir du récit de Jules Gérard sur ses chasses au lion qui va tellement inspirer Tartarin de Tarascon en 1855. Et on a des images dans ces récits de chasse à partir des années 1850 qui sont des dessins, qui sont présentés comme étant des dessins faits d'après photographie, alors qu'on met aux prises le chasseur, par exemple, avec la bête qu'il est parti tuer, alors que c'est lui qui est censé avoir pris la photographie. Donc, ça vous donne une idée de la marge de manœuvre qui était possible dans un dessin d'après photographie. Merci. Alors peut-être, avant de passer à une autre question,
nous envoie une dernière question très large sur la photographie, très, très différente. Dans vos écrits, vous avez décrit l'essence du voyage comme la rencontre de l'autre, mais plus encore comme la transformation de soi au moyen de cette rencontre. Quel rôle a pu jouer la photographie, selon vous, dans l'histoire du voyage comme rencontre? Voilà. Donc là, on pourrait écrire une thèse là-dessus. Oui. Cette définition, c'est juste cette définition du voyage comme rencontre de l'autre, c'est une définition qui est. Il faudrait surtout pas croire qu'elle soit morale. C'est pas du tout. C'est pas du tout quelque chose à la Nicolas Bouvier. On fait pas un voyage, on fait. Ce serait, on en parlait hier, mais ce serait présupposer un peu vite qu'il n'y a dans le voyage que des vertus, ce qui n'est pas du tout évident. C'est juste, quand je dis ça, c'est juste pour distinguer du strict point de vue de l'historien qui veut étudier ces phénomènes-là, le voyage du trajet. Parce que sinon, on devient un historien des transports, en quelque sorte, des modes de transport et de communication, ce qui est bien, je fais ça aussi, mais ce n'est pas exactement l'histoire du voyage. Quant à... voilà. Et après, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on... Enfin, après, si on définit le voyage comme le moyen d'une rencontre de l'autre, et qu'on en fait cette fois-ci une vertu, ce qui est très différent, alors on s'inscrit dans une histoire qui est plus longue et plus compliquée, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut réussir son voyage, comment est-ce qu'on peut atteindre ce but qui n'est pas nécessairement un but, qui n'est pas le seul but du voyage en réalité, mais qui peut l'être, qui est de rencontrer les autres. Alors, est-ce que la photographie le permet ou pas? C'est compliqué parce que, en fait, les usages de la photographie, dès lors qu'on pense au portrait, sont très différents selon qu'on se trouve en Europe ou qu'on se trouve en train de faire un voyage extra-européen au XIXe siècle, puisque le portrait, qui est le genre photographique qui triomphe avec l'invention du daguerréotype en 1839, il va assez vite, chez les gens qui pratiquent l'art du portrait, être considéré comme le moyen de manifester l'individualité de celui dont on tire le portrait. Alors que quand on se retrouve dans des voyages d'études, en particulier des voyages plus ou moins anthropologiques hors d'Europe, les portraits vont être plutôt considérés comme le moyen de fixer des types. Comme on le faisait en Europe avec les types sociaux, sur le modèle balsacien ou sur le modèle des illustrations des Français peints par eux-mêmes, par exemple. Et là, on va avoir des types qui vont être de plus en plus compliqués au fur et à mesure que les doctrines racistes vont se solidifier, jusqu'à arriver à des catalogues de type raciaux. Donc, qui éloigne complètement de l'idée de rencontre. Alors, une question d'une auditrice ou d'un auditeur qui renvoie peut-être à une conférence donnée hier par Jean-François Stasac. Le tourisme sexuel peut-il être considéré comme l'une des raisons du voyage donc de Flaubert et Ducamp? Alors, une des raisons, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de la pratique du voyage, et en particulier de la pratique du voyage en Orient au XIXe siècle. C'était Feydeau qui parlait des Français qui débarquaient en Algérie dans les années 1860 en disant que les Français, les touristes arrivaient affamés de mauresques. Il y avait cette composante-là, elle était certaine, et elle s'est d'ailleurs accusée avec l'entreprise coloniale. Une des premières choses que fait l'armée française quand elle arrive à Alger en 1830, c'est de réorganiser les circuits de prostitution locaux. Alors pourquoi on le fait? On ne le fait pas pour organiser du tourisme sexuel. On le fait parce qu'on soupçonne bien que les soldats vont aller réclamer les services des prostituées, et on veut que ce soit aussi hygiénique que c'est en train de le devenir en Europe.
Mais enfin, c'est ça qui est en train de se passer à cette époque-là. Et puis, il y a quelque chose qui a été bien étudié, euh, plutôt dans l'Empire britannique que dans l'Empire français, mais enfin, ça a quand même été étudié. Ce sont les pratiques liées au tourisme homosexuel. Donc, alors nous, il nous reste un monument impérissable de notre littérature, c'est l'Immoraliste de Gide, qui se passe à Biskra, dans l'Algérie française. Mais là, on a vraiment un exemple presque chimiquement pur de tourisme sexuel entrepris pour ça. Mais derrière, il y a aussi la question de savoir ce qu'il en est de la morale sexuelle en Europe à ce moment-là. Puisque, alors d'abord, pour commencer, on ne va pas trouver à l'époque des bordels qu'en Afrique du Nord. Il y en a aussi plein l'Europe occidentale. C'est presque une pratique habituelle pour un jeune homme urbain, en tout cas, de se faire dépuceler au bordel au XIXe siècle. Mais dans le cas des homosexuels, la chose est plus compliquée, puisque le grand développement des empires coloniaux à partir des années 1880 s'est accompagné au même moment, les phénomènes se croisant, d'une répression accrue de l'homosexualité, et en particulier de l'homosexualité masculine en Occident. Alors, il nous en reste aujourd'hui, nous, l'affaire Wilde. Il faut comprendre qu'on pouvait être davantage puni en Occident, en Europe occidentale, au tournant des 19e et 20e siècles, parce qu'on avait des relations homosexuelles entre un homme qui en avait déjà eu et un homme qui n'en avait pas eu, ça pouvait être davantage puni qu'un viol entre deux hommes qui avaient déjà eu des relations homosexuelles. Et derrière, vous avez tout cet imaginaire de la contagion, d'un mal qui se propagerait de cette façon-là. Donc, de ce point de vue-là, les empires ont été un exutoire. Et ça a été vrai pour les touristes dont parle la question, mais ça a aussi été vrai beaucoup pour les soldats et une partie des administrateurs coloniaux, qui étaient d'autant plus faciles à recruter qu'ils n'étaient pas mariés et qui en plus pouvaient trouver sur place le moyen de vivre une vie sexuelle qu'ils ne pouvaient pas vivre en Europe occidentale. Alors évidemment, ils le vivaient dans des conditions extraordinairement inégalitaires produites par la rencontre coloniale. Merci pour votre réponse. Alors, il reste 2 minutes. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Peut-être juste une dernière question sur un événement en lien avec le festival d'Histoire et Cité qui a lieu à Genève. On aurait bien voulu vous y emmener. C'est une exposition photographique qui s'appelle Fred Boissonnet, La Méditerranée, une odyssée photographique, consacrée à un photographe genevois qui a consacré 30 ans de sa carrière à faire des voyages en Méditerranée. Alors, dans une des salles de cette exposition, on présente un projet qu'il a mené avec Victor Bérard, un helléniste, géographe, traducteur d'Homère, tout autour de la Méditerranée, sur les traces de l'Odyssée d'Homère, à Ceuta, Gibraltar, en Italie, en Grèce, en Tunisie. Donc, pour essayer de retrouver les lieux utilisés par Homère pour imaginer les aventures d'Ulysse. Alors, dans votre ouvrage, le panorama du voyage, vous indiquez, alors je vous cite, le motif de la société perdue traversa tout le 19e siècle. Le mythe de l'Atlantide, qui s'épanouit à partir de la seconde moitié du 19e siècle, n'en constitue qu'un des avatars. On multiplierait les exemples de récits de voyage, réels ou fictifs, entrepris en direction de ruines rêvées. La découverte géographique du globe semble s'être accompagnée, pendant plus d'un siècle, de ces fata morgana d'un genre nouveau, signalant le désir de retrouver, dans un globe apparemment connu, des sociétés invisibles. Est-ce que vous pourriez nous en dire, alors c'est une question qui est trop large pour être traitée en aussi peu de temps, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur cette propension des Européens au XIXe siècle à retrouver des sociétés invisibles et des cités perdues en voyage? C'est d'abord lié au fait qu'ils en ont vraiment trouvé depuis le moment qu'ils ont défini comme étant celui très européocentré des grandes découvertes. C'est-à-dire les pyramides aztèques
un cas, ça a été quelque chose de fascinant. Donc, on s'est imaginé assez vite que forcément, à l'intérieur des continents, on allait retrouver des traces de civilisations disparues. Et ça a été vrai aussi, on l'oublie un petit peu, mais en Afrique. C'est les explorateurs du début du 19e siècle, quand ils rentrent dans le continent africain, ils pensent qu'ils vont trouver soit des grandes villes, soit des grandes villes ruinées. Ils les trouvent d'ailleurs. Hein. Il faut penser aux ruines de Grand Zimbabwe, par exemple. Donc, ça, c'est une chose. Non, ce qui a l'air intéressant, mais effectivement, j'aurais bien aimé voir cette exposition. Parce que ce qui a l'air intéressant dans le projet Bérard et avec ce photographe, mais j'aimerais bien le vérifier de mes yeux, c'est cette volonté qu'on a à partir de la fin du 19e siècle d'essayer de ressentir à nouveau l'immensité de ce qu'a été le monde d'Ulysse. Hein, ce que dit très bien Jack London dans un texte qui date de 1900, où il dit « Ah, le monde d'Homère, quelle terrifiante aventure c'était !» Et après, évidemment, tout ça pour dire que aujourd'hui, non, la Méditerranée, c'est tout petit. Le monde qui était à découvrir, en fait, il était au-delà des colonnes d'Hercule. Mais sauf que voilà, maintenant, il est aussi découvert. Et donc, c'est toujours cette réaction nostalgique face à la révolution des transports, la politique de colonisation, le sentiment d'uniformisation de la civilisation sur l'ensemble du monde, la disparition des taches blanches sur les cartes, et tout ça qui fait que on se dit, mais en fait, finalement, cette Méditerranée dans laquelle nous, on fait des ronds dans l'eau aujourd'hui, à coups de croisière organisées par des agences de voyage spécialisées, comment est-ce qu'on pourrait essayer de retrouver ce que ça a été au moment qui nous a donné le texte dont on peut peut-être faire le plus vieux texte d'aventure qui soit. Alors Fred Boissonnat et Victor Bérard essayent de retrouver ce passé et la force du texte, non pas dans les monuments, enfin dans les ruines, parce qu'elles n'existent pas, mais dans les éléments, dans le paysage, dans le rapport au soleil, dans la force des courants marins. Alors, je crois qu'on a dépassé le temps en partie. Il ne me reste qu'à vous remercier pour toutes vos réponses et à renvoyer tous nos auditeurs à vos nombreux ouvrages, et notamment Écrire ou photographier, Flaubert et Ducamp en Égypte, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Et alors l'exposition Une Odyssée photographique au Musée Rat s'achève demain à 18h. Elle est gratuite tout ce week-end, donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y si vous êtes à Genève. Merci encore, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir.